Bonjour Madame, Monsieur, merci de nous préférer pour vous informer. Matin d'Eden, 2 heures d'émission, l'actualité sportive numérique et internationale. Tout y passe et vous le savez, dans la première partie de cette émission s'intéresse à l'évolution de l'actualité au plan national. D'abord à travers la revue des unes des journaux, l'essentiel des sujets décryptés dans les colonnes des canards parus et parvenus à notre rédaction, suivi du bulletin de l'information. Vous le savez, nous sommes vendredi 6 avril 2018. Cela fait exactement 2 ans justement que le chef de l'État, Patrice Talon, prêtait serment à Porto Novo devant les forces vives de la nation. On va s'intéresser, comme vous l'avez constaté depuis le début de cette semaine, on va s'intéresser au bilan de ces activités aujourd'hui. On va aborder le bilan éducatif dans l'instant débat, fait croiser avec 2 invités. Docteur Raymond Assogba, il est enseignant à l'université d'Aboumé. Calavi sera avec un confrère, Cyriac Dekenon, il est le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Et voilà, et ce premier plateau reçoit d'abord Moriagua, bonjour. Bonjour, tranquille à 4 Benoît, bonjour téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM 102.3. On va s'intéresser donc avec vous à l'actualité au plan national, d'abord vu par les canards. Quels sont les grands sujets qu'ils ont abordés aujourd'hui? Oui, les grands sujets, c'est déjà l'an 2 du gouvernement de la rupture, du gouvernement Talon, aussi l'arrestation des Gaïmans dans la lutte contre la cybercriminalité au Togo. Aussi, les journaux ont évoqué la préoccupation du ministre Omeki de rénover l'hôtel PLM Alédio. C'est une bonne nouvelle. Essentiel à retenir. Une bonne nouvelle parce qu'on a dénoncé cela à mettre près sur ce plateau. Aristide Setti, bonjour. Bonjour, tranquille à 4 Benotin. Bonjour, mon cher ami Mori Anoagua. Bonjour aux amis téléspectateurs d'NTV et aux auditeurs de Diaspora FM. Vous faites trop le sérieux là, qu'est-ce qui se passe? On vous connaît, non? Aristide Setti, l'ami des jeunes de la 6e circonscription. Alors, on va donc commencer par le point de l'actualité vue par les canards. Voici la revue des unes des journaux. Madame, Messieurs, nous démarrons la une des journaux de ce vendredi 6 avril par le quotidien d'information du service public. La Nation titre en manchette Patrice Talon, président de la République. Nos efforts d'aujourd'hui, notre bonheur de demain. Zoom sur les réformes et actions phares du gouvernement. C'est à la une du journal La Nation. Compte extérieur du Bénin au titre de l'année 2016, la balance des paiements déficitaires de 168 milliards de francs CFA. Lutte contre l'insécurité des cybercriminels en fuite rapatriés au Bénin. C'est également mentionné à la une du journal La Nation. La Nouvelle Tribune s'est intéressée ce matin aussi à l'an 2 de la gouvernance Talon et titre en 2 de la gouvernance Talon, quelques réalisations, mais la déception du peuple patente. Serrage de Cour constitutionnelle, le gouvernement confirme la déstabilisation de la juridiction. C'est à lire à la une de la Nouvelle Tribune et dans ses colonnes à la page 16. Le Béninois libéré en manchette ce vendredi, titre 6 avril 2016, 6 avril 2018, 2 ans que le Bénin a fait l'option de la rupture. Quelle note pour la gestion de Talon? C'est une interrogation. La position de Souleymane Naimi, interview exclusive de Wadamassi, c'est à la une du journal Le Béninois libéré. Cour suprême au sujet des recours contre le maire de Parakou, Charles Toko, mais KO, les ennemis de la ville, le requérant complètement édenté, coincé dans les cordes. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré, l'on peut lire échec des négociations chez le médiateur de la République, Joseph Nyononfon, et son truc dans les cordes. La nouvelle génération titre ce matin gouvernement Talon, réalisation en infrastructure routière, un bilan à mi-parcours satisfaisant et rassurant. Bénin intelligent à présent. Patrice Talon, selon un diplomate français, une espèce rare
en Afrique. C'est à la une de Bénin Intelligent. À la une du journal, dossier Patrice Talon, 24 mois, 24 réformes inédites. Réhabilitation de PLM Alédio, Oswald Omeki, indié et engagé. Le matinal, à présent, écrit à sa une en deux du nouveau départ, les réformes et actions de Talon, avec quelques-unes citées à la une du journal. Dégel de la crise dans l'enseignement, le gouvernement chez le médiateur. Cybercriminalité, des arrestations à Cotonou, Pau, Ouida et Lomé. Plus de précisions à la page 2 du journal Le Matinal. L'opinion aujourd'hui s'intéresse aussi à l'an 2 du gouvernement de la rupture et titre en manchette, en 2 du gouvernement du nouveau départ, Talon dans le social structurant à impact de grande échelle. Autre titre, sécurité des personnes et des biens sous le nouveau départ, des prouesses et acquis indéniables en peu de temps. Après leur récente rencontre avec le président CES, vivement, les syndicalistes mettent un peu d'eau dans leur vin. Info plus titre, effet pervers de grève, l'école béninoise sacrifiée à cause du jusqu'au boutisme syndical. Bilan des réformes sociales, c'est à la une de Info Plus d'aujourd'hui. La NPE réalise de grandes prouesses sous l'impulsion du président Talon. Expansion de vidéos aux élans, toujours à la une de Info Plus. Expansion de vidéos aux élans pornographiques sur la toile, les parents ont failli. L'autre vision titre ce vendredi, réalisation du PAG 2016-2021, Talon met en branle la machine des grands chantiers routiers. Plusieurs chantiers ouverts pour le bonheur des Béninois. Journée d'excellence à l'UAC, les meilleurs étudiants du département de la linguistique récompensés. Assemblée nationale à la une de l'autre vision, la première session ordinaire de l'année 2018 s'ouvre ce lundi. Pour finir, tranquille à 4 Benotin, le meilleur, 2 ans de gestion sous l'ère de la rupture, les réformes du président Patrice Talon pour véritablement révéler le Bénin. Récurrence d'accidents de circulation à la devanture du campus d'Abomey-Calavi, quand le silence du maire Georges Bada fait des victimes, nécessité de sanctifier les lieux pour conjurer le mal. Réalisation des objectifs de développement durable, le FMI donne un satisfecit au Bénin et le prend pour un modèle à suivre. Voilà, tranquille à 4 Benotin, ce qu'on peut retenir des unes des journaux de ce vendredi 6 avril 2018 sur Matin d'Iden. Merci à vous. On retiendra simplement que les agents de renseignement font un travail extraordinaire parce que ceux-là qui ont fui les mailles de la police nationale, de la police républicaine, je crois que c'est désormais cela, tout à fait, se sont retrouvés coincés à Lomé, la capitale togolaise, puis rapatriés dans le pays pour être jugés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut travailler honnêtement pour gagner son pain. Voilà, n'est-ce pas, Aristide Setti? Tout à fait. Et surtout, nous invitons chaque fois et au quotidien ces jeunes-là à se mettre au travail parce que c'est le travail qui libère. La cybercriminalité, ce n'est pas une bonne chose. Et ils doivent rebrousser chemin parce que le gouvernement, c'est une lutte sans merci jusqu'au boutisme. Il faut, le numérique peut servir à autre chose. J'ai suivi un documentaire sur une dame, une Nigériane, à peine 28 ans. D'accord, elle reste à la maison avec son ordinateur, elle vend des produits et puis elle est en passe d'être milliardaire. Donc on peut utiliser le numérique pour gagner sa vie honnêtement, vendre des produits et tout ça, mais pas pour arnaquer. Voici le bulletin de l'information. On démarre le point de l'actualité en image par une cérémonie. C'est lié au lancement du projet de renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction des polluants. C'était hier à Cotonou. Le Bénin bénéficie d'un appui de la coalition pour le climat et l'aide pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction des polluants de courte durée ayant un impact sur le climat au Bénin. Les activités de ce projet ont été lancées ce jeudi 5 avril 2018 au cours d'un atelier. Les travaux de cet atelier ont eu lieu à la cour d'appel de Cotonou. Horacia Djodji et Fiak Voitan pour le compte rendu.
Les polluants de courte durée de vie dans l'atmosphère tels que le carbone noir et le méthane ont un effet sur le climat. Il faut donc une action rapide pour réduire ces polluants afin de ralentir le réchauffement de l'atmosphère d'ici 2050 de 0,5 degrés Celsius. Pour lutter contre ces polluants, la Coalition pour le climat et l'air pur a été créée en février 2012 avec 11 initiatives. Et c'est dans le cadre de l'une de ces initiatives que le Bénin a été sélectionné à travers le projet de renforcement de capacité institutionnelle pour la réduction des polluants de courte durée de vie ayant un impact sur le climat au Bénin, dont le lancement a eu lieu ce jeudi 5 avril 2018. L'objectif donc de ce projet est d'augmenter durablement le niveau des actions menées au niveau du Bénin pour réduire les SLCP en soutenant la coordination et l'intensification des activités de réduction des SLCP au niveau national. Cela doit s'effectuer par l'intégration de ces polluants dans les plans et politiques de développement. Le projet entend également accroître la capacité du gouvernement béninois à assister et à participer plus pleinement aux différentes activités et au processus de prise de décision de la CCAC, de la coalition et de ses initiatives. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable salue cet appui de la Coalition pour le climat et l'air pur pour accompagner le Bénin dans la lutte contre ces polluants à courte durée de vie, un projet qui va durer 2 ans. Réduire les émissions de ces polluants ne suffira pas à maintenir le niveau d'augmentation moyen de la température au cours du XXIe siècle en dessous du seuil des 2 degrés Celsius. Si d'importantes actions pour réduire les émissions de dioxyde de carbone ne sont pas menées en parallèle. J'en suis persuadé que la mise en œuvre du projet d'appui à la planification nationale d'action pour la réduction des polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat contribuera à améliorer les efforts au niveau national dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. À la fin de cet atelier qui lance officiellement la mise en œuvre de ce projet, les participants doivent pouvoir identifier les secteurs clés, les sources et les mesures déjà prises ou nécessaires à prendre pour la réduction des pollutions de courte durée de vie dans l'atmosphère ayant un effet sur le climat. Et voilà, on va s'intéresser au volet éducatif. Les étudiants appellent à l'aide pour la reprise des cours. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ne savent toujours pas à quel sein se vouer. Ils sont stressés et traumatisés face à la durée de la grève dans les universités nationales du Bénin. Ils demandent au gouvernement de mettre fin à cette grève à caractère interminable en répondant aux doléances de leurs responsables. Suivons. Cette grève tarde trop. On ne sait plus comment faire. Est-ce que l'année serait invalidée ou non? On ne sait pas. C'est pas une joie de pouvoir aller au cours pendant au moins 3 mois et qu'on dise que peut-être à la fin que c'est invalidé. Mais que faire? Nos allocations, nous en dépendons. Il y a d'autres qui payent la scolarité grâce à ces allocations. Il y a d'autres qui vivent de ces allocations, le loyer, ces petites dépenses, c'est avec ça ils le font. Parce que les parents n'arrivent plus à satisfaire les besoins des étudiants. Donc l'étudiant se démêle, se débat avec ces allocations. Maintenant, j'aimerais demander au gouvernement, oui, il a pris une décision, c'est vrai. Mais comme cette décision ne nous est pas favorable, nous avons eu une manière de revendiquer, c'est la grève. Mais il faudrait que le président essaie de nous comprendre. Dans aucun pays, on ne souhaite jamais que la grève soit, disons, persiste dans un milieu local, bon, mieux dit, sur le campus d'Abomey-Calavi. Vous voyez, la grève qui persiste à l'UAC ici, c'est vraiment déplorable. Je veux dire quoi par là? On ne peut jamais accepter qu'un gouvernement vienne suspendre, j'allais dire,
des allocations aux étudiants. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que sans allocation, l'étudiant ne peut jamais étudier parce que les parents n'ont pas assez de sous pour les venir en aide, pour les soutenir, pour les faire trucs là. Même s'ils font des aides maçons ou bien des travaux, disons, à côté du campus, ça ne peut jamais être à la place des allocations universitaires. Donc je vois que c'est surtout ça qui sont à la base des mouvements qui se trouvent et qui persistent actuellement à l'UAC. Je dirais simplement, surtout aux autorités rectorales, d'appeler les responsables étudiants, disons, à un dialogue, sinon c'est pas bon. Eux-mêmes, ils savent que ce que les étudiants réclament, c'est bon, c'est légal et c'est légitime. Et pourquoi pas les comprendre aussitôt que de faire fi aux revendications des étudiants. Moi, je ne suis pas du tout contente des grèves qui ont déjà pris ce temps, parce que le temps, c'est déjà trop. Les grèves ont commencé déjà en janvier et nous sommes en avril. Aucune décision n'est prise. Nous demandons au gouvernement de vouloir s'entendre avec les enseignants pour pouvoir nous sauver l'année. Parce que, sincèrement, nous ne sommes pas du tout contents du temps que les grèves ont déjà fait chose là. C'est vraiment dégueulasse en ce sens que ça n'arrange pas les étudiants, ni aussi les enseignants. Je souhaiterais à ce que les deux parties, entre le gouvernement et les enseignants, et même les responsables étudiants, puissent s'asseoir pour définir les modalités, afin que les revendications soient prises en compte. Ça ne m'arrange pas du tout, je ne serai pas fier. Ça ne m'arrange pas. J'ai connu déjà une année blanche en 2016-2017, et qui a fait qu'aujourd'hui, vu mon âge et que je suis déjà à 28 ans, et normalement je devais déjà finir avec la licence, à cause de l'année blanche, je suis encore en 3e année. Donc ça ne m'arrange pas du tout. Voilà le cri de cœur de certains étudiants interrogés par une équipe de la rédaction de l'En Télévision et Diaspora FM qui appelle donc à la reprise des cours. On va s'intéresser au projet de reconstruction et de modernisation des marchés qui était au cœur d'une rencontre entre un membre du gouvernement et les femmes des marchés. C'était ce mardi au centre de promotion artisanale de Cotonou. 3 ministres du gouvernement, celui du cadre de vie, de l'enseignement supérieur et de la culture, assistés par le directeur général de la SOGEMA et le 2e adjoint au maire de la ville de Cotonou, ont rencontré ce mardi les femmes des marchés de Cotonou. L'objectif est de présenter et expliquer le bien fondé du projet de construction et de modernisation des 36 marchés en 21 désormais dans la capitale économique. Antoinette Sagbo et Fiak Voitan pour le compte rendu. La présentation du projet de construction et la modernisation des marchés de Cotonou a connu son premier épisode ce mardi 3 avril 2018 au centre de promotion de l'artisanat CPA. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, a tenu une séance d'échange avec les femmes des marchés de Cotonou. Au cours des débats, la construction des marchés secondaires à Mol à Cotonou, le marché de Gros à Akasato. Il s'agit de construire cette fois-ci des nouveaux marchés pour rendre Cotonou plus propre, pour rendre Cotonou plus moderne, plus beau à voir. On vient encore de montrer à nouveau aux femmes les normes techniques et le design que chaque marché doit prendre. Donc je crois que le projet est en cours et aujourd'hui il est question d'échanger avec eux pour éviter qu'elles tombent dans les spéculations, pour éviter qu'elles tombent dans les pièges des vendeurs d'illusions. La séance d'aujourd'hui a regroupé les leaders de ces marchés-là, de tous les secteurs, des 27 secteurs du marché d'Antokpa, et également de tous les marchés secondaires de la ville, pour leur présenter le projet, mais surtout pour discuter avec les acteurs, recueillir leurs commentaires, leurs observations sur le projet, de façon à ce que nous obtenions à la fin des infrastructures qui répondent réellement aux besoins des usagers. Quel est donc l'intérêt de cette modernisation des marchés de Cotonou? Aujourd'hui, Dantokpa est devenu un point noir qui dysfonctionne, tant sur le plan de son aménagement
et ça occasionne des trous noirs sur la circulation et ça pose d'énormes problèmes à l'environnement. La gestion des déchets ne fonctionne pas bien et ça contamine la lagune de Cotonou, à tel point qu'aujourd'hui les crevettes du Bénin ne peuvent pas être exportées. Donc, la solution fondamentale est de rendre à la ville son dynamisme en termes de développement urbain, en séparant les fonctions commerciales. D'ici 2019, 21 marchés seront construits et une autre phase débutera en 2020. La modernisation de ces marchés prend également en compte des infirmeries, toilettes, gestion des déchets et des garderies. D'une rencontre à une autre, intéressons-nous à celle organisée par le maire de la commune d'Abomey et Calavi, élargie donc aux gardiens de la tradition et de sa localité. L'objectif de cette séance est de réfléchir et trouver des moyens adéquats de lutte contre la cybercriminalité et ses corollaires. La rencontre s'est déroulée en présence de l'autorité préfectorale. Samson Oké et Romaric Devouchi pour le reportage. Le maire Georges Bada, en collaboration avec son conseil communal, s'engage pour la lutte contre le phénomène de la cybercriminalité dans sa commune. Et c'est pour rester dans une synergie d'action qu'il a réuni ce mercredi les têtes couronnées, les dignitaires et les chefs du culte traditionnel de son territoire, parmi lesquels certains sont désignés comme des co-auteurs des crimes rituels qui se commettent ces derniers jours par les cybercriminels. Nous sommes des criminels lorsque nous tuons, lorsque, sous une raison ou sous une autre, nous sacrifions nos enfants, nous sacrifions un être humain. Le débat n'est pas de le lier à un vaudou ou à un autre. Déjà, lorsqu'on tue quelqu'un, on commet un sacrifice. On commet un crime. Et il est inadmissible que dans notre commune, ce genre de crime se commette. Nous devons tous nous lever comme un seul homme et le combattre de quelque religion que nous soyons. Cette rencontre d'échange entre le conseil communal et les gardiens de la tradition de la commune d'Abomey-Calavi a réussi un écho favorable auprès du préfet du département de l'Atlantique et du directeur départemental de la police républicaine. Tout ce qui se fait, la route des esclaves, le tourisme, c'est en ce moment que de vieux individus ont décidé de mettre à mal donc ces actions du chef de l'État en commettant des crimes humains que nous baptisons pompeusement des crimes rituels. Moi j'appelle ça des crimes crapuleux. Je crois que le vaudou n'a jamais demandé qu'on lui offre du sang humain. La cybercriminalité, elle se commet de par le monde. Et ailleurs, aux États-Unis, je ne sais pas si on tue les hommes pour animer cette activité que nous combattons tous et que nous devons combattre de toutes nos forces. La police républicaine est à pied d'œuvre et en particulier les unités de la police républicaine du département de l'Atlantique sont en train de poursuivre cette lutte qui a démarré il y a quelques semaines. Je voudrais rassurer les populations à ne pas céder à la panique. Le dispositif sécuritaire est toujours déployé et de plus en plus renforcé sur le terrain. Au terme des échanges, les têtes couronnées, les dignitaires et les chefs du culte traditionnel ont unanimement pris l'engagement de travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives et les forces de sécurité pour une lutte efficace contre les auteurs de ces crimes qui sèment de la terreur au sein de la population. Et justement, les cybercriminels et les féticheurs et autres auteurs de crimes crapuleux au Bénin en cours de graves sanctions.
Sur le même sujet qui suscite peur et inquiétude chez les Béninois, on s'interroge. Quels sont les risques qu'encourent les auteurs de ces actes crapuleux que sont les crimes rituels, la recrudescence de disparition d'enfants et meurtres? Que disent les tests en vigueur? Lucas Atroposu, doctorant en droit privé, nous donne ici des éclaircissements. Il faut évoquer le code Bouvené, le code pénal qui était d'application au moment où le Dahomey était encore dans l'Afrique occidentale française. Et ce code Bouvené avait prévu un certain nombre d'infractions, ce que vous appelez les crimes, sont rangés beaucoup plus dans la catégorie des infractions de sang. On va évoquer les coups et blessures volontaires, l'infanticide, l'homicide, le parricide, ainsi de suite. Mais avec les différentes législatures que le Dahomey a connues depuis son accession à la souveraineté internationale, on a encore constaté qu'il y a de nouveaux tests beaucoup plus protecteurs. C'est ainsi qu'on va voir la loi portant prévention des violences faites aux femmes, la loi portant protection de l'enfant particulièrement. Et bien entendu, nous avons la dernière loi qui n'est rien d'autre que la loi numérique qui vient également sanctionner les infractions qui sont commises par voie d'Internet. Donc voilà à peu près les différents tests législatifs qui règle la question. L'homicide, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'une personne. Ça, c'est l'article 295 de la première loi que j'ai évoquée. Et donc, quand on décide de porter atteinte à la vie d'une personne, soit l'individu a l'intention de le faire et effectivement l'a fait. Dans ce cas, ça va prendre une qualification particulière en droit. On va dire que c'est le meurtre. Où l'individu non seulement a nourri l'intention de le faire, mais également a posé des actes qui montrent que effectivement l'intention n'a pas été seulement pensée, mais ça a été orchestré. Dans ce cas particulier, on va dire qu'il s'agit de l'assassinat. Eh bien, si on se réfère au code pénal qui était d'application, c'est la peine de mort. Mais avec les différentes conventions auxquelles le Bénin est parti, la peine de mort n'est plus appliquée et donc c'est la réclusion à perpétuité qui est la sanction la plus maximale retenue par le droit positif béninois actuellement. Lorsqu'on en vient à l'infanticide, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'un enfant. Et c'est ça ce qu'on constate. Et porter à l'atteinte de la vie d'un enfant, d'abord l'enfant c'est un être fragile qui a besoin de protection. Mais lorsque des individus censés décident de porter atteinte à ces êtres-là qu'on considère à juste titre comme étant la vie ou du moins le devenir du Bénin, la sanction est encore davantage très grave. Et donc il s'agira pour ces personnes-là de rester à perpétuité en prison. À dire que l'individu, une fois qu'il est appréhendé, certes, il sera toujours présumé innocent, mais dès lors qu'il entre dans la spirale judiciaire, lorsque l'étape de poursuite va terminer, on va finir celle de l'instruction où on va voir qu'il existe des éléments suffisants de preuve histoire de l'accabler et qu'on va se retrouver devant la juridiction de jugement, ce que nous connaissons habituellement comme étant la cour d'assises. L'individu peut être condamné et rester en prison à vie. La peine minimale, c'est 5 ans. Donc si d'une manière ou d'une autre, vous avez épousé l'intention criminelle et que vous avez posé des actes déterminants dans sa commission, que vous soyez auteur, co-auteur ou complice, vous êtes puni de la même peine. Voilà, et c'est sur ces explications que nous mettons un thème au bulletin de l'information pour le compte de ce numéro de matin d'Éden à suivre. Dans un instant débat à fait croisé qui va s'intéresser donc au bilan dans le secteur éducatif pour le compte des 2 années passées à la tête du pays, les 2 années passées par le chef de l'État, bien entendu. Invité pour en parler, Dr Raymond Rassokba, il est enseignant à l'université, il est biologue, sociologue. Il sera avec Syriac Dekenou, les journalistes, directeurs de publication de quotidien Émergence Info. Ne ratez également pas la rubrique de James William Balguidi, les clés du monde. C'est dans un instant et l'actualité sportive avec Judica et Polycap Aïdinou. La musique sera également au rendez-vous avec François Cano dans la sélection d'Éden. Mais avant, voici On vous aime. Une présentation de Aristide Setting qui est même sur ce plateau, qui vient de nous présenter le bulletin de l'information. Merci à vous de nous avoir présenté ce bulletin. Merci à vous également, Tranquille à 4 Benotin, pour l'animation de cette émission. Voilà, et puis vous avez interrogé 2 conducteurs de taxi moto dans votre rubrique On vous aime. Oui, nous sommes collés à l'actualité. Ils vont se prononcer sur la cybercriminalité et les crimes crapuleux qui sévissent également dans notre pays. Gérard Oumenou et puis Léon Daoui. Gérard Oumenou s'exprime en français. Léon Daoui a voulu s'exprimer en fond pour montrer l'ampleur réellement parce qu'il nous a dit qu'il ne comprend pas trop. Et là, il est en train de subir
les effets de ces crimes crapuleux, parce qu'il y a un de ses cousins qui a passé de vie à trépas à cause de ce phénomène-là. Donc je pense qu'ils vont s'exprimer tout à l'heure. Et je demande toujours aux jeunes de rebrousser chemin, puisque le gouvernement a pris toutes les dispositions pour les traquer jusqu'au dernier retranchement. Voilà, merci à vous, Alexis. C'était voici, on vous aime. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Et moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Parce que, au temps de nos aïeux, j'ai appris qu'il y a des Kenessi, mais qui ne prennent pas le sang des hommes humains. Ça commence d'abord par le margouillat, et après le margouillat, coq, et après coq, il y a mouton, après mouton, il y a les bœufs, et après bœufs, c'est vache. C'est ce que j'apprenais avant. Mais aujourd'hui, nos jeunes frères d'aujourd'hui ont pris Kenessi pour pouvoir trouver de l'argent et on tue des gens pour ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est réellement Kenessi qui prend ça. Mais c'est grave pour nous. Parce que nous ne serons pas dans notre pays et nos frères humains comme nous vont tuer des êtres humains comme eux pour Kenessi. C'est grave. On voit sur les réseaux sociaux, on voit ça à la télé, on nous montre ça. Mais c'est grave. Je veux que l'État fasse l'effort. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, fait l'effort de trouver ceux-là. Parce qu'ils sont en train de privilégier nos droits. Les droits des parents. Parce que celui qui a mis son enfant au monde aujourd'hui, dit à son enfant, va à l'école, va m'acheter quelque chose ailleurs, l'enfant ne revient plus à la maison. On ne le trouve plus, on ne sait pas si l'enfant est perdu. On passe les communications à la télé, à la radio, on fait les plaintes à la police, on ne trouve plus l'enfant. Donc, on ne sait pas ce qui se passe autrement dans le pays. Donc, je veux que l'État, ceux qui représentent le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, n'ont qu'à faire tout possible pour attraper ces gens, ces jeunes hommes-là, qui font ces genres de choses pour nous. Là, et je suggère même que si on trouve que toi, tu as tué quelqu'un là, il faut tuer la personne là. Ça serait mieux. Parce que si on laisse la personne, on le met à la prison, il fait 10 ans, il fait 15 ans, il sort encore. Il n'y a plus vu 110 là, c'est disparu. 20 ans, c'est diminué. Et comment dire, et matrice là, c'est que dans la circulation maintenant, quand tu vois des gens sur des motos de Wave, ainsi de suite, sur les différentes catégories de motos là, on voit que ceux-là, ils ont travaillé, ils ont sué de la sueur de leur front pour acheter la moto avec. Donc la manière qu'il faut conduire est différente de ce que nos jeunes frères conduisaient avant. Nous sommes le tour, mais sous quoi? Caïman là, il y a un toit de fond. Pour Jacou Bé, et soyez de fond d'ici. T'entends, mais tu as un point, nous nous routiers. L'eau, faut donc, et mais dans le sein, faut y sein. Et béton et cadé, faut s'aimer, mais calé des bédis. Bon, et on doit donc que mon repère do quoi à quoi à Kubo Jodo eu Milo Mondo nous vient donc pas vite d'un oui pour do bloquer dans des ben oui dit trop le bero les gars ça peut attendre Milo Mondo nous vient donc pas vite et oui dit bloquer na et baby ba dit on do souvent oui à d'aller de mémoire dit ouais mais bien recherche mais pour gendarme là pour do connaissant les potes, bois oui mais do kaka kobe. Bedo egbedi we na do kwa tondo di. Amore kun ekunyo wa beto de ko jivi lopo e hono do prami wa mi. Boka so bo si we na do mi mo a we ya. Ne nu ka yin mo ji do mi mo a. Mo mi me no viton le mi mo do we do e do nya vi do bubu egbe ba ye ka hun hon ye bo be fiton pasi don po bo wi hun ye. Amore jire mene do mi na wa mo do mi so si wa mo do ganji a. Amoi ene onye don to gando me jeni su paji bodun 15 ans 30 ans bodun le ni trije bo pon eyan e dandan yen mondo endo touch of no ya ve je mi jo bondo mondo mais bodun saint iwade gbedin so en fodun da gbede a fodun ho ho le yen ba ran je ni souvent e ni su ene le bido
do de timbo mi ado ene wanyo bo ye gbele yo mi si do mo e arrêté bi fo do go si ko do ho eno ho yi eni subido no yen ba ne. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Ah, Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Je suis commerçant comme toi. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandises. Mon secret, c'est ma carte unique de Ravip. Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au Ravip? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. Qui te parle de politique? Avec Ravip, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Deux ans de la gouvernance de Patrice Talon, bilan dans le secteur éducatif, c'est le thème que ce numéro de Fait Croisé se propose d'aborder avec deux invités. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2018. Cela fait exactement 2 ans que le président Patrice Talon est au pouvoir. Et depuis le début de cette semaine, on a commencé par faire le bilan dans différents secteurs. Aujourd'hui, c'est le tour du secteur de l'éducation, décryptage, regard croisé de deux invités. Cyriaque Dekelo, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Bonjour, tranquillin. Je salue au passage les téléspectateurs de Eden TV et Diaspora FM. En face de vous, docteur Raymond Assogba, vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, bonjour. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs d'Eden TV. Et de Diaspora FM. Oui. Et les auditeurs de Diaspora FM. Oui. Voilà, je commence par vous. Bientôt 2 ans que le président Patrice Talon, bon pas bientôt, ça fait exactement 2 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir. De nombreuses actions ont été menées dans maints domaines, agriculture, sécurité, éducation, notamment c'est l'éducation qui nous intéresse. Dans ce domaine, vous en tant qu'enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, quel regard de façon globale portez-vous sur les activités qu'il a menées avec son équipe dans le domaine de l'éducation? Merci beaucoup. En termes d'éducation, il faut reconnaître que l'université, c'est un établissement public national qui est en charge de la gestion des flux des étudiants en termes d'accueil et d'inscription. Mais aussi, c'est un établissement qui est en charge d'apprendre, qui a un engagement d'apprendre aux jeunes le don de soi à la communauté, aussi le volontariat, et puis la création d'entreprises par les diplômés. En termes de bilan, d'un regard gyroscopique, il faut considérer que il faut constater ce qui est. Ce qui est, c'est que depuis un moment, il n'y a que les grèves. Cela pose de fait d'office que le diagnostic est probant. Il y a surtout beaucoup de problèmes. Il faut considérer que depuis que ce gouvernement est arrivé, a été installé,
au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, il faut considérer qu'il y a eu, premièrement, la restructuration. Il faut retenir la restructuration. Il y avait 7 universités qui ont été créées entre 2013 et 2015. Avec ce nouveau gouvernement et le ministre de l'enseignement supérieur, le nombre a été réduit à 4. Et d'une certaine manière, les centres universitaires qui ont été fermés et qui ont été répartis sur les 4 universités ont apporté une surcharge d'effectifs. Ce qui fait que, par exemple, à Parakou, les centres universitaires les étudiants qui ont été regroupés sur ces sites constituent une population qui dépasse les infrastructures existantes. Il en est de même aussi à Abomey-Calavi. Et donc, il faut dire qu'il y a véritablement un problème d'infrastructures, inadéquation des infrastructures, il y a la surcharge, et puis quelque peu, il faut retenir que en termes d'encadrement, puisque au niveau du système LMD, il y a un quota d'étudiants pour un certain nombre d'enseignants. Aujourd'hui, ce quota n'est pas respecté. Ce qui voudrait dire qu'il y a un manque criard d'assistants. Il faut un recrutement d'assistants et le gouvernement n'est pas prêt à suivre l'université dans ce sens. Et cela fait justement l'objet des négociations que l'intersyndicale des universités nationales du Bénin a engagées avec l'autorité. Et donc il faut dire aujourd'hui que l'enseignant meurt debout, vivant. Nous sommes vivants, mais nous mourons tout doucement parce que la surcharge du travail est énorme. Et nous demandons à ce qu'il y ait de recrutement, mais il semble que les autorités n'ont pas une juste appréciation de la nécessité de respecter les normes du CAMES. Et ça fait partie des situations que nous vivons sur le campus. De l'autre côté, vous voyez, avec l'arrivée de ce gouvernement, il y a eu comme une phobie de concentrer les flux financiers de manière à ce que on nous a amené à vivre ce qu'on appelle la bancarisation des paiements. Et aujourd'hui, nous sommes dans un flou terrible parce que nos primes, on ne sait pas si on les a ou on ne les a pas. Et véritablement, nous sommes fragilisés. Psychologiquement, l'enseignant est fragilisé parce que dans ses habitudes, on a introduit des situations de gestion qui, en fait, n'appellent pas sa coopération. Bon, je vais finir aussi par dire que il y a d'autres situations que l'intersyndicale gère. Mais en gros, je me suis laissé à demander à quelqu'un le bilan. Il m'a dit, mais bilan, est-ce qu'il y a un bilan? En 2 ans, on ne parle que de réformes. Et pour le moment, dans l'enseignement supérieur, nous subissons en fait, nous, les charges qui sont les nôtres pour remplir nos cahiers de charges. Et il faut rappeler aussi que l'enseignant, vous savez, lorsque nous ne sommes pas en train d'enseigner, nous sommes en train de faire la recherche. Et de par cette situation de négociation avec l'autorité, il semble que on se demande si ceux qui nous gèrent connaissent véritablement le vécu de l'enseignant. Parce qu'on veut nous faire rentrer dans une certaine manière de gérer ou de vivre qui ne répond pas effectivement à notre qualité d'enseignant-chercheur. Voilà autant de situations qui existent. Et aujourd'hui, bon, en termes de bilan, c'est plutôt la morosité.
si ce n'est pas la recherche, nous désespérierions d'être enseignants. Heureusement que la recherche constitue une bouffée d'oxygène qui nous permet en fait de tenir par rapport à ce sacerdoce que nous exerçons, et nous espérons bien que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments pour restituer aux travailleurs que nous sommes notre dû. Donc, vous avez bien fait de commencer par parler de l'enseignement supérieur. C'est normal puisque vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Le tableau il est noir pour ce bilan à mi-parcours. Vous avez parlé de la dématérialisation qui devrait permettre aux enseignants d'avoir sa fiche de paye à temps. Mais pour vous, vous estimez que ça crée un autre problème psychologique au sein de l'équipe. Vous avez parlé de la fermeture de certaines universités, mais l'argumentaire avancé par l'autorité en son temps, c'est qu'il y avait certaines universités qui étaient construites avec des élans politiques, mais qui ne servaient à rien à un moment donné. Donc il fallait faire cette réforme-là pour réorganiser un peu le secteur. Vous, Cyriaque Dekeno, vous qui vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Émergence Info, au plan universitaire, qu'est-ce qui a été fait de bon, puisque en face de vous, l'enseignant a peint le tableau en noir? Oui, bon, pour avoir écouté le professeur, j'ai pu lire quand même, disons, toute la peine quand même avec laquelle il a pu faire ce bilan-là. Vous voyez, et ce sont eux qui sont au four et au moulin. Et je crois que, est-ce qu'il y a véritablement, disons, un bilan à faire? Peut-être qu'on parlera peut-être de bilan à mi-parcours. Vous voyez, parce que le gouvernement du président Patrice Talon a plus mis l'accent sur les réformes. Et quand on parle des réformes, c'est vrai que si ce ne sont pas des réformes qui sont bien mûries, que si ce ne sont pas des réformes qui, avant d'être appliquées sur le terrain, n'ont pas pris en compte les vrais acteurs que sont les enseignants, que cela pourrait poser de problèmes. Mais moi, personnellement, pour ma part, je crois que la réussite du gouvernement, c'est dans le cadre de l'organisation des examens nationaux. Vous voyez, et ces examens pour lesquels il y a eu... Vous parlé des examens de licence et de master sur le plan national, ayant impliqué plus les universités privées pour répondre à ce que le gouvernement voulait, c'est-à-dire quoi? Délivrer des diplômes qui sont reconnus par l'État béninois et éviter à ce que quand même des universités qui n'étaient pas autorisées délivrent des diplômes. Je crois que sur ce plan, le gouvernement a réussi. Maintenant, dans le cadre universitaire, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire si ce n'est que les mouvements de grève et puis les tensions répétées entre les étudiants et puis le rectorat sont quand même des choses qui avilissent les efforts du gouvernement. Vous voyez. Maintenant, le professeur a parlé tout à l'heure de la restructuration de la carte universitaire. Je crois que sur ce point, il a posé un problème fondamental parce que avant les choses ont été faites plutôt dans un souci de pouvoir peut-être de pouvoir répondre aux désirs de certains parents qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir déplacer leurs élèves, peut-être de Nati Tengou, leurs étudiants de Nati Tengou pour Cotonou pour aller à l'université. Je crois que c'est dans cette vision que les choses avaient été faites. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue le caractère politique de ces universités qui avaient été créées. Des universités qui, véritablement, n'avaient pas les moyens qu'il faut, n'avaient pas les enseignants qu'il faut, encore qu'on était dans un contexte où, quand même, Dieu sait qu'on manquait d'enseignants. Et un enseignant peut délivrer peut-être les cours à Abomey-Calavi et serait obligé le lendemain de prendre le taxi pour se rendre peut-être à Nati Tengou pour aller délivrer des cours. Donc, je crois qu'il y a un souci de rationalisation. Et même si aujourd'hui, quand même, disons, le but visé en faisant cette restructuration, que cet objectif n'est pas encore atteint, moi, j'inviterais plutôt le gouvernement à plus impliquer les acteurs parce que les enseignants, ils sont les mieux outillés. Il ne suffit pas de rester peut-être dans les 4 murs d'un ministère pour pouvoir penser
et vouloir appliquer les réformes. Non. Les enseignants souffrent beaucoup sur le terrain. Il faut plus les impliquer. Et s'il y a possibilité de pouvoir augmenter leur effectif, je crois que le gouvernement ferait mieux d'aller en ce sens. Si moi, je dois parler en termes de bilan, j'aimerais beaucoup plus aller au niveau de l'enseignement maternel et primaire. On reviendra sur, en tout cas on va parler de bilan mi-parcours au niveau des 3 ordres de l'enseignement maternel primaire et secondaire. Vous parliez tout à l'heure de cette réforme. En temps normal, ce n'est pas une réforme, c'est la réorganisation un peu du travail au niveau de l'enseignement privé dans notre pays. Est-ce que ça c'est vraiment une réussite? Vous, en tant qu'enseignant à l'université, est-ce que ça a corrigé les dysfonctionnements relevés pour ce premier essai, relevés par le gouvernement, l'organisation des examens de licence et de master? Oui, dans ce domaine, évidemment, il y avait des zones de clarté, d'obscurité. Et c'était bien aussi que des normes soient assises et que les initiateurs de l'enseignement privé, les animateurs et les investisseurs dans ce domaine soient ramenés au pas. Mais quelque peu, il y a cette injustice aussi quand même que certains continuent de ne pas digérer, qui est d'imposer justement le concours. Parce qu'à ce niveau, il y a comme 2 poids, 2 mesures. Les licenciés des universités publiques qui ne passent pas de concours et puis ceux de l'enseignement privé qui sont astreints à cela. Il y a cette situation. Et donc, il faut capitaliser les expériences et avec le temps ramener les normes à quantité d'équité. Ça, il faut, bien sûr, c'est un travail qui devait suivre, ça a été fait. Mais de l'autre côté, si nous prenons la rationalisation des universités telles que ça a été dit, en fait, il faut s'interroger pour se demander si, quelque peu, nous rêvons d'une adéquation, d'une articulation de la formation universitaire à l'utilisation de ces ressources pour produire de la plus-value. Il faut remarquer que, si vous avez suivi, je me rappelle ce discours de la ministre de l'Enseignement supérieur, l'objectif c'est de faire du Bénin le quartier latin comme en temps, comme auparavant. Et moi, ça m'a fait sourire. Et c'est du déjà vu, du déjà passé. Aujourd'hui, en fait, la problématique au niveau de l'enseignement supérieur devrait être d'articuler l'université à la production de biens économiques, à la fabrication technologique. Et cela manque. La réforme est politique parce que la politique est un instrument au service du développement. Et bien que certaines réformes du temps du président Yahi aient été décriées, mais il faut considérer que l'implantation d'un centre universitaire dans une zone, dans une région, crée une catharsis de l'entrepreneuriat et donc constitue un palier de créativité et d'investissement économique. Et c'est ainsi partout. L'université nourrit l'entrepreneuriat. Une université dans une zone, pas un coup de tête ou bien pour faire plaisir aux autorités locales. Oui, bien sûr. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas un coup de tête parce que le ministre d'antan, quand même, c'était un universitaire qui a osé certaines choses. Bien sûr qu'il y avait quelques velléités politiques dans le sens de ne pas être... comment il va dire, de ne pas être véritablement au service de la communauté, de vouloir en profiter. Mais il faut oser, il faut initier, il faut être créatif. Et c'est ce qui manque parce que la léthargie d'aujourd'hui nous fait voir du surplace. Il faut dire, bon, vous voyez à l'université, les mémoires que les étudiants soutiennent, les résultats ne sont pas exploités. L'État ignore royalement les travaux de recherche qui sont faits par les étudiants et qui vont sur le terrain, qui reviennent. Il n'y a pas une direction d'exploitation de ces résultats. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme si l'enseignement universitaire
est comme, je ne sais pas, c'est comme s'il n'y a pas une fonction qui a été reconnue. Et ça ne date pas de ce gouvernement. Mais d'une certaine manière, puisque nous sommes dans les réformes, il faut oser, puisqu'il s'agit de produire de la plus-value. Donc, il faut aiguiller l'enseignement, comme ça se fait ailleurs, au niveau des ministères. Il faut les associer aux recherches qui se font, à l'expertise, etc. Si tant est-il que le Bénin est comme un vide de compétences, quand même, les ressources humaines sont là. Et il faut les utiliser à résoudre les situations que vivent les populations. Et c'est cela, la rentabilisation de l'ingénierie. Et cela manque. Cela manque et cela fait de l'enseignant peut-être un marginalisé. Alors que, et vous savez que l'enseignant a été comparé, le travail de l'enseignant quelque part a été comparé au travail du zémidian. Et qu'on a trouvé que le zémidian se débrouille mieux que l'enseignant. Mais qui a fait cette comparaison? Moi, on va pas chercher le trait du chiot, toujours à l'université d'Aboubé Calavi, docteur, et bon, à Sogba, il y a quand même, le gouvernement a pensé, vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes plus étudiant, à la mensualisation des bourses. Et ça, c'est quand même un effort alloué. Exactement, parce que je voudrais surtout aborder ce sujet parce qu'il y a actuellement au niveau des bourses et allocations universitaires et ce système de mensualisation et qui permet également maintenant aux étudiants de pouvoir percevoir à la fin de chaque mois, quand même, c'est qu'une partie de leur bourse, si par exemple la bourse elle est de 360 000 francs CFA au cours de l'année, même si le souhait c'est que la bourse soit véritablement revalorisée, et il faut remarquer que elle est subdivisée sur les 12 mois, ce qui permet à la fin de chaque mois aux étudiants de pouvoir avoir ces soucis. Auparavant, ce qui se faisait, et je prends par exemple, lorsque nous on était encore sur le campus, ce n'était qu'en fin d'année qu'on allait pour prendre nos allocations. Et avec quelle difficulté, c'était la croix à la bannière, ce n'était pas facile. Donc c'est que vous vous endettez, vous finissez toute l'année où les professeurs nous exigeaient des polycopes et autres, là où on manquait cruellement de moyens. Et c'était maintenant, quand on se retrouve maintenant en vacances, qu'on allait prendre ces sous. Et les sous ne servaient presque à rien, puisqu'on les prenait pour pouvoir payer les dettes. Vous voyez, maintenant, dans ce contexte, à la fin de chaque mois, vous allez à la banque, vous percevez, l'argent est directement viré dans votre compte, vous percevez, même si c'est 30 000 ou 40 000, quand vous prenez ça, vous êtes au moins en mesure de pouvoir quand même, disons, gérer le quotidien jusqu'à la fin du prochain mois. Là, ça permet véritablement de pouvoir étudier comme il faut, même si aujourd'hui, le souhait, c'est que les allocations universitaires soient revues. Il faut véritablement que dans ce contexte économique où tout coûte cher, que tout soit revu afin que les uns et les autres, surtout les étudiants puissent quand même avoir les conditions financières qu'il faut pour pouvoir étudier et également aussi entreprendre. En attendant, il est quand même important de saluer cette mensualisation. Vous reconnaissez cela? Oui, bien sûr, il faut saluer la mensualisation et dire qu'il faut aller au-delà, dans le sens où l'étudiant était cantonné à une vie de docker. On créait plus de psychose à son niveau que de le percevoir comme une intelligence qui est censée devenir un potentiel fabricant de technologies pour le pays. Et donc je pense qu'il faut aller au-delà parce que, et puis aussi au niveau des franchises universitaires, il faut sortir de cette bancarisation de la liberté sur le campus. Parce que vous voyez dans les autres pays du monde, vous ne voyez plus les étudiants être traités comme ça, comme des rats à déterrer. Quand moi je passe et que je vois les policiers, les militaires sur les campus, c'est un peu comme si nous sommes dans un univers de science-fiction. Je pense que les étudiants, ils sont là pour apprendre la liberté. Et sans la liberté, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'enseignement. Alors, à partir de ce moment, il faut les amener à comprendre que
nous ne sommes plus au temps du parti unique. Parce que c'est au temps du parti unique qu'il fallait justement la violence. Parce que c'était la pensée de l'homme unique, dans un système unique. Mais aujourd'hui, il y a la Constitution du 11 décembre 1990 qui a libéré la parole, qui a accordé la liberté d'expression, d'association. C'est cette donne-là qu'il faut aujourd'hui mettre dans des tests pour former les étudiants à une vie syndicale qui échappe à la violence. Et c'est cela. Bon, le nouveau recteur qui est là les a souvent interpellés pour leur dire qu'il faut dialoguer, ce n'est pas faire le sourd. Et à ce niveau, donc, il y a ce travail à faire au niveau des libertés, des franchises universitaires, de la liberté syndicale. Il faut qu'on sorte de ce que nous voyons là. Le monde, nous sommes au 3e millénaire. Et vous voyez que l'enfant est à la maison, il a tout sur sa toile, il a tout sur son portable. Et donc, je pense qu'on peut faire mieux et amener la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui va gérer le pays demain. Ça, c'est parce qu'on a géré cette jeunesse comme ça avant que les gens pensent qu'il faut forcément aller par la violence. Il y a ce travail-là à faire. Et surtout à reconsidérer la jeunesse. Il n'y a pas un rêve pour la jeunesse béninoise. Et c'est justement en parlant de cette reconsidération de la jeunesse que le gouvernement a entrepris une série de réformes au niveau des 3 ordres de l'enseignement. Il y a eu tellement d'activités, il y a pas de cantines scolaires et autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Oui, bon, je crois que la réforme au niveau des cantines scolaires constitue quand même, Dieu sait que l'une des prouesses du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Et vous savez pourquoi? Parce qu'auparavant, il y avait à peu près 1575, je crois, écoles qui étaient enregistrées pour bénéficier de ce projet de cantine scolaire. Et la subvention annuelle était de 1 milliard de francs CFA. Mais dès l'arrivée de ce gouvernement, ça fait partie quand même de ce que des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Et nous sommes passés de 1 milliard de subventions annuelles à 7 milliards de subventions. Et ça concerne beaucoup plus les écoles, les établissements qui sont implantés dans les zones dites déshéritées. Vous comprenez, les zones sinistrées. Parce qu'on voit des enfants qui vont peut-être faire 3 à 4 km, même parfois 15 km avant d'aller à l'école. Et peut-être que les parents n'ont rien. Et ces enfants doivent faire maintenant l'aller-retour pour venir manger. Donc c'est une vision de pouvoir également aussi lutter contre la pauvreté et la faim. Et de pouvoir inciter indirectement les parents à envoyer les enfants à l'école. Parce que rien que pour les problèmes du manger, puisqu'on a décrété la gratuité de l'enseignement. Mais lorsqu'on a décrété la gratuité de l'enseignement, c'est qu'il faut que cette gratuité-là aille bien au-delà pour que dans des zones où les parents n'ont pas véritablement les moyens, que les enfants puissent être nourris convenablement. Et ce projet prend en compte des écoles qui sont situées dans des zones où il n'y a pas véritablement les moyens, où les parents n'ont pas les moyens de pouvoir quand même dire à l'enfant, tiens, il faut manger ça à midi, il faut manger ça à l'heure de pause. Donc je crois que sur ce point, le gouvernement a fait œuvre utile et nous souhaitons à ce que ce projet-là soit renforcé, d'autant plus que nous avons l'appui du programme alimentaire mondial qui également aussi vient en aide pour que ce projet-là se concrétise. Même si les mouvements de grève actuels ont fait que les choses n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et le souhait, c'est qu'au cours des années à venir, que d'autres établissements soient pris en compte pour que le problème de la faim soit résolu. Parce que quand l'enfant a faim, l'enfant n'ira pas à l'école. L'enfant n'écoutera rien. Donc, c'est une manière quand même d'agir indirectement pour pouvoir booster l'éducation et permettre à ce que les enfants, les jeunes filles puissent aller à l'école. En dehors de cantines scolaires, il y a quand même eu également l'introduction de la langue anglaise au niveau de la maternelle et du primaire, je crois. Oui, l'introduction de la langue anglaise, de mon point de vue, ça a été une initiative qui est tombée un peu comme la soupe
le cheveu sur la soupe, parce que jusque-là, en fait, on parlait des langues nationales. On parlait des langues nationales et certaines langues nationales avaient été ciblées. Vous n'avez pas, vous, les universitaires, vous qu'on désigne comme des sachants, vous n'avez pas tranché le débat sur cette question. Même l'alphabet qu'on doit utiliser pour introduire les langues. En tout cas, les langues sélectionnées dans l'éducation n'a pas été validé, adopté. Voilà, il y a plusieurs camps. Et vous savez mieux que moi de quoi on parle. C'est cela aussi. C'est une question d'autonomie de la pensée et de politique développementaliste. Nous avons assez de spécialistes aujourd'hui pour résoudre la question. D'accord? Moi-même qui suis ici, je suis inscrit au cours d'alphabétisation dans ma langue. Et qu'est-ce qui bloque alors l'évolution? Ce qui est sûr, c'est que nous avons constaté avoir introduit l'anglais va poser plus de situations que les langues nationales. Parce que l'enfant n'est intelligent qu'à partir de sa langue maternelle. Et donc, demain, cela va donner quoi? Moi, je pense que c'est un gaspillage des ressources financières. Il faudrait revenir, parce que vous voyez, c'est un peu ce qu'a dit Nana Addo du Ghana. Il faut aujourd'hui que l'éducation échappe au financement extérieur. Cela ne laisse pas la liberté à l'élite nationale d'articuler intérieurement, vous voyez un peu la normalité, excusez-moi, la normalité d'articulation des structures pour un développement cohérent et adapté. Lorsque le financement vient de l'extérieur, même pour le programme alimentaire mondial, etc., est-ce qu'on va parler de pauvreté, etc.? Non, il s'agit d'une réarticulation en termes d'objectifs d'éducation, de préparation des enfants à exercer dans certains domaines de créativité. Et ce n'est pas en anglais que nous le ferons. Vous savez, mieux que moi, que les meilleurs documents de sciences sont rédigés en anglais. C'est un avantage quand même pour les enfants de comprendre également cette langue pour faire face aux défis de développement. Êtes-vous de l'avis du professeur? Je ne partage pas le point de vue du professeur. Vous savez, moi, j'ai pu retenir au cours de ces 12 dernières années, en voyant le régime du Dr Boni Yayi passer et en voyant quand même que les débuts du régime du président Patrice Talon, que le problème du Béninois, c'est le Béninois lui-même. Vous savez, surtout dans le secteur de l'éducation, c'est que lorsqu'il y a une réforme en cours, vous avez des courants. Vous voyez, je me rappelle très bien des efforts fournis par le professeur Gbeyonvi, qui était le tout premier ministre de l'alphabétisation. De l'alphabétisation du Dr Boni Yayi en 2006, il avait fourni les efforts. Mais au même moment, il y avait un bloc d'enseignants qui trouvaient qu'il fallait forcément à ce qu'on commence par l'anglais parce qu'il n'y a pas de consensus autour de la langue qu'il faut introduire. Vous comprenez? Et ce sont quand même, disons, c'est que des courants qui ont fait échouer ce projet finalement cette belle réforme et qui était envisagée a été mise de côté parce que d'autres disaient que non, il faut commencer par le fond, d'autres disaient qu'il faut le fond et le nago, ainsi de suite. Et les questions politiques, les questions de considération politique sont rentrées dedans. Ce projet-là a échoué. Moi, je crois plutôt qu'il faut commencer quelque part. Lorsque nous serons toujours pessimistes, ou bien lorsque nous aurons toujours quand même, c'est que ce regard qui critique plus dans le mauvais sens qu'un regard quand même, c'est que qui encourage, mais qui dit mais, je crois que nous n'allons pas évoluer. Parce que l'anglais aujourd'hui, quoi que l'on dise, l'anglais constitue la première langue au monde. Et lorsque nous commençons par apprendre aux enfants la langue anglaise depuis le bas âge, je crois que nous sommes en train de gagner. Parce que le professeur a parlé tout à l'heure de la recherche. Et le professeur, il fut mon professeur de biologie, en sociologie.
Et qu'est-ce qu'ils nous apprenaient? C'était eux qui nous disaient, vous avez l'obligation de comprendre la langue anglaise parce qu'en matière de recherche, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne pouvez pas être un bon scientifique. Je me rappelle très bien, c'était... C'est pour ça que je disais tout à l'heure... C'est pour ça que je disais que... Donc, ce que tu as dit là... C'est pourquoi moi je dis une chose. Même si aujourd'hui, quand même, c'est que la réforme n'a pas encore pris tel qu'on l'aurait souhaité, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement parce que lorsque l'on prend le courage d'introduire quand même que la langue anglaise dans l'enseignement maternel et primaire, je crois que c'est une réforme à saluer. Bon, je vais te poser une question. Ouais. Du moment que ce gouvernement qui introduit les réformes ne respecte pas la Constitution, tu penses que c'est en anglais qu'il faut traduire? Non, ça c'est un autre débat. Le français même déjà n'est pas encore. Je suis le seul à poser des questions. Monsieur le professeur, nous sommes dans un autre débat ici. Moi, je ne rentre pas dans les considérations politiques. Moi, je veux faire plutôt un débat objectif. Un débat objectif. Moi, c'est que s'il s'agit de parler des questions juridiques et des questions de respect de la Constitution, nous allons faire ce débat autrement. Mais dans le secteur de l'enseignement, mais dans le secteur de l'enseignement, la langue anglaise est la première langue actuellement au monde. C'est une convention. Et quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Très souvent, nous avons cette coutume-là de parler de ce que nous avons le géant du Nigeria à côté et que si nous voulons quand même, Dieu sait que profiter des opportunités que le Nigeria nous offre, que le Bénin quand même, Dieu sait que va quitter la pauvreté dans laquelle il végète. Vous comprenez, les Nigériens, ils parlent quelle langue? Le Yoruba. Non, professeur, il parle quelle langue? À l'international. Si notre désir, c'est d'avoir de vrais scientifiques. Parce que moi, je ne voudrais pas que ce que nous encourageons hier, que nous nous empêchons de continuer pas à encourager cela aujourd'hui, peut-être parce que nous ne partageons pas la vision d'un gouvernement ou bien c'est que la vision, on va recentrer le débat. La vision d'un ministre. Monsieur Raymond Assogba, vous savez mieux que quiconque que pour avoir accès aujourd'hui aux institutions onusiennes, en tout cas lors des recrutements et tout, si vous ne comprenez pas anglais, vous êtes d'office disqualifié. USAID, EPUNU, de ONU et tout ça. Un reproche généralement au Bénin d'être très absent au sein de ces institutions. Et le problème, bien entendu, l'un des problèmes, c'est bien la non-maîtrise de cette langue. Et un dernier cas, pour le cas du pays de Paul Kagame, qui a tourné dos, pas définitivement, en tout cas qui s'est introduit dans le Commonwealth. Mais aujourd'hui, ce pays-là est cité en exemple au plan international. N'est-ce pas un avantage pour nous aujourd'hui d'accueillir cette réforme? Oui, vous avez abordé cette situation. Il faut considérer que la question de la langue est le reflet d'une convention. D'accord? D'abord d'une convention. Ensuite, lorsque vous prenez l'Afrique de l'Ouest, tout ce que vous avez cité, quand nos cadres vont dans ces institutions, c'est pour faire œuvre de figuration. Le président Soglo a travaillé à la Banque mondiale. Et il a fait peu de figuration à la Banque mondiale. Vous prenez Biachane qui est là, qui travaille. Mais regardez la situation du Bénin et la manière dont le cadre de concertation au niveau des négociations est mené. Quand vous prenez tout ça, il faut revenir justement aujourd'hui parce que nous avons les droits de l'homme et la liberté, les droits de l'homme. Et donc, il faut d'abord assumer la liberté de sa culture. Et par rapport à ça, vous allez considérer qu'il faut descendre au niveau des aires culturelles. En descendant au niveau des aires culturelles, vous allez découvrir qu'en développant nos langues nationales, nous allons plus créer de l'élimination économique. Parce que quand vous prenez et le Bénin, la partie de l'Est jusqu'au Nord, c'est surtout le Yoruba et le Dindi. Quand vous prenez la partie de l'Ouest, vous aurez les langues Adja et toutes les autres que nous partageons avec le Togo. Ce travail a été fait. Et c'est pourquoi, par exemple, moi je ne parle pas en termes d'hommes, je ne parle pas en termes d'hommes, je parle en termes de prise de l'initiative historique. Il faut qu'aujourd'hui, dans ce millénaire, nous prenions l'initiative historique. Celui qui était passé, il avait bien ciblé les routes qui ne seraient plus seulement
verticale, mais horizontale, pour relier par exemple au nord le Nigeria, au Ghana ou bien au Togo, etc., pour que les produits vivriers puissent circuler. C'était déjà bien parti, d'accord? Donc je pense que en suivant l'anglais, le français, avec le CFA. Vous connaissez tous les débats sur le CFA. Non, suivez. Vous connaissez tous les débats. Nous ne demandons pas. Il faut suivre. Parce que au niveau de la recherche, au niveau de la recherche, la recherche se fait d'abord dans les langues culturelles. D'accord? Dans les langues culturelles, avant maintenant qu'on ne puisse traduire pour l'extérieur. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de rentabilisation de ce patrimoine que nous avons. Et ce n'est pas en anglais ou en français, parce que les Anglais et les Français réfléchissent par rapport à la puissance anglaise et à la puissance française. Aujourd'hui, nous avons la CEDEAO, nous avons l'UEMOA. Vous pensez que c'est en termes de français et d'anglais? Non. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais justement, vous avez parlé. Je ne parle pas d'homme en termes de régime. Non, à ce niveau. Ce travail de base a été fait. Mais c'est ça on est en train de dire. Il faut rentabiliser maintenant. Mais et c'est la pourquoi les sachants, c'est vrai que je n'aime pas trop le thème parce qu'il n'y a pas d'ignorant aussi, mais pourquoi les universités ne s'accordent pas sur ce qui est fait? Parce qu'on a retenu le fond pour une zone, et le Yoruba, en tout cas une série de langues, et puis on n'a jamais réussi à l'introduire. Pourquoi les ouvriers ou l'élite? L'élite, parce que... Problème d'argent. Non, c'est pas problème d'avantage. Oui. Problème d'ego, parfois. Maintenant, quand on n'a pas réussi à introduire à faire aboutir cette réforme, mais souffrons que l'anglais fasse quand même son non, c'est un peu comme si on recherche une autre colonisation. Non, parce que déjà, c'est ce que j'ai dit. Application pratique. On va conclure. Le français. Parce que les tests que nous avons, nous ne les respectons pas. C'est pas en anglais qu'il faut ce que je dis personnellement pour ma part, c'est vrai. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre l'introduction des langues nationales. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je veux conclure. En 30 secondes. Oui, ok, au fait, je veux conclure. Je ne suis pas contre l'introduction des langues nationales. Non, loin de là. Mais du moment où, quand même, disons, c'est que le courage d'introduire l'anglais, ce courage-là, que ce gouvernement a eu ça, alors, disons, bravo. Le souhait, c'est que d'ici quand même 2 ans, d'ici quand même 3 ans, qu'on puisse quand même dire, c'est que dire peut-être que, ok, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer. Le fon et le nago, ou bien le fon et le yoruba, sont 2 langues nationales reconnues qu'on va commencer par enseigner. Parce qu'auparavant, le gouvernement précédent n'avait pas eu le courage d'entamer. Pourquoi? À cause quand même, c'est que des universitaires qui ne s'accordaient pas et de certaines nombre de considérations politiques. Même s'il faut reconnaître que le docteur Boni Yahi, au début, avait fait les efforts. Mais malheureusement, nos intellectuels ont tout bloqué. Merci à vous. Vous avez parlé de fonds Yoruba, vous parlez sur des Dendi pour les régions du Nord. Monsieur le professeur, on va conclure sur ce sujet. Le bilan à mi-parcours à mi-parcours, en 30 secondes. Non, tout simplement, je pense que la situation même, elle est éducative. Parce que nous sommes dans une société bloquée. Et il ne s'agit plus d'un gouvernement de rupture, mais il s'agit surtout d'une société qui est en train de chercher ses repères. Et dans ce domaine, je pense que on gouverne pour les hommes, par les hommes. Et en cela, je pense que nous ne sommes pas des sous-miens. Nous sommes des intelligences qui sommes outillées et avons reçu un mandat pour faire le bonheur des hommes. Je pense que dans ce domaine, il faut chercher à connaître la vie des éducateurs. Les éducateurs qui exercent un sacerdoce et qui, depuis des années, attendent une forme de reconnaissance de leur situation. Et par rapport à ça, l'État a le devoir justement de ramener le baromètre à un niveau vivable pour que la société puisse continuer de vivre et
d'espérer beaucoup plus pour demain. Merci à vous. C'était l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. On s'intéressait donc au thème 2 ans du régime Talon à la tête du Bénin, le bilan dans le secteur éducatif. Je recevais pour vous aussi Réa Kadekenon, les journalistes, directeur de publication du quotidien Émergence Info et Dr Raymond Assogba, enseignant à l'université d'Abomey, Calavi. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous sachez que vous suivez toujours Matin d'Eden en direct sur Diaspora FM 102.3. C'est le moment de suivre la rubrique Geek, une présentation de Modeste. On est conduit déjà bien installé. Bonjour. Bonjour, tranquille, Valentin. Bonjour, madame, monsieur. Données et sécurité. Voilà comment éviter de se faire pister par Facebook. Voilà le thème que nous abordons dans ce numéro de la rubrique Geek. Je vous rappelle qu'on va aborder avec James William Baguidi dans la rubrique Les clés du monde dans un instant le thème Luis Ignacio Lula da Silva après la chute, la fin. Luis Ignacio Lula da Silva, après la chute, la fin, vous le constatez, nous sommes comme ça au Brésil. Alors, comment le réseau social Facebook nous piste-t-il? Alors, tranquille, vous savez, ce n'est plus un secret pour quelqu'un, surtout en ces temps-ci. L'affaire Cambridge Analytica en dit long sur Facebook où il y a des procès ou bien des demandes d'explication en Europe sur cette manière de collecter des informations du réseau social. Bon, nous, aujourd'hui, nous allons voir plutôt comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges parce que, qu'on veuille ou pas, une fois nous avons accepté de nous inscrire sur la plateforme, il y a déjà la question de sécurité qui se pose. Donc nous allons voir quand même s'il y a des possibilités pour ne pas se faire laisser espionner comme ça gratuitement. Alors c'est quelques bons réflexes que nous allons voir. Quelques petites notions. Voilà, que nous allons voir ce matin. La toute première chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une fois vous êtes sur Facebook, la collecte de données est déjà une chose, mais vous pouvez ne pas être sur Facebook et faire l'objet de cette tracking de Facebook. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de naviguer, d'aller sur des sites web qui ont des boutons de partage ou bien de j'aime de Facebook, encore que de nos jours, presque tous les sites comme ça, de partage, si vous lisez un article, par exemple, ça vous intéresse, vous pouvez partager. Ou bien des sites qui ont des dispositifs que nous appelons en langage informatique des scripts. Si ces sites, en dehors des boutons de partage de j'aime de Facebook, s'ils disposent ça aussi, vous êtes aussi dans le coup. Donc, pour pallier un peu à ça, nous allons voir rapidement ce que vous pouvez faire si vous êtes sur un navigateur X ou Y. Donc tout de suite, nous allons partir de Google Chrome que vous allez voir à l'écran. Il va falloir que vous bloquez accès à certains cookies, ces petits fichiers que les navigateurs ou bien les sites web déposent sur votre ordinateur, à votre insu, dans l'historique du navigateur, en fait, c'est ça que nous appelons cookies. Donc, il va falloir que nous bloquions c'est l'accès à ces cookies sur notre ordinateur. Donc, vous allez sur les 3 petits points verticaux de votre navigateur et vous allez cliquer sur paramètres, ça vous renvoie là. Donc vous allez repérer dans la liste paramètres de contenu, vous cliquez là-dessus, vous allez voir une autre fenêtre qui va s'afficher, ce que vous allez voir à l'écran, et c'est là maintenant que vous allez bloquer les cookies tiers. Là, vous dites comme ça à votre navigateur de ne plus stocker ou bien collecter des informations relatives à votre comportement sur le net. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de chercher des articles à payer ou bien de l'immobilier par exemple, quelque chose comme ça, votre navigateur ne va plus collecter ces informations pour que partout où vous passez sur le net, ces informations vous suivent. Parce que c'est
par cette manière-là que aussi le réseau social collecte ces informations. Et ça fait un peu mal de savoir que la plateforme qui est censée assurer votre sécurité devient encore votre bourreau. Nous continuons toujours. Par cette étape, vous avez la possibilité d'utiliser des extensions, ce que nous appelons des fonctionnalités supplémentaires pour des navigateurs ou bien pour des plateformes. Donc, ces extensions, nous allons parler de uBlock Origin, ce que vous allez voir à l'écran. À part bloquer des cookies comme ça, il vous faut aussi être doublé de vigilance en installant une extension, par exemple, parce que ce n'est pas seulement les cookies qui constituent le danger pour nos données personnelles. Il y a aussi des scripts. Et les scripts ne sont pas, si vous bloquez par exemple accès aux cookies TS, vous ne bloquez pas accès aux scripts. Et donc, il va falloir faire appel à des extensions comme par exemple uBlock Origin. Lui, par exemple, il vous permet de bloquer les cookies, par exemple, et aussi tout comportement suspect des scripts. Donc, dès que vous installez, vous cliquez sur, vous allez dans Web Store de Google Chrome et vous cherchez uBlock Origin. Une fois venu comme ça, il vous faut cliquer sur Ajouter à Chrome et ensuite vous allez installer pour finaliser l'installation. Maintenant, une fois cette extension installée, vous allez pouvoir maintenant bloquer, c'est déjà par défaut, tout est défini et ça bloque tout. Et il va falloir que vous vérifiez chaque fois s'il y a déjà un site de comportement douteux qui a été bloqué ou pas. Et dans ça, vous-même, vous pouvez déjà définir Facebook par défaut s'il y a de ces scripts qui vous suivent sur l'Internet. Vous avez aussi la possibilité d'installer autre extension, Privacy Badger, ce que vous allez voir à l'écran. Et là, lui aussi, ça fonctionne de la même manière que uBlock Origin, mais lui, par contre, lui, il est un peu plus catégorique dans les blocages et ça vous montre l'historique de tous les sites ou bien les plateformes que vous avez bloquées. Vous voyez là déjà, ça c'est l'historique par exemple de ce que cet internaute a bloqué sur son navigateur. Passé tout ça là, et vous pouvez aussi décider par exemple de ne plus faire affaire avec, je suppose, Google Chrome, Mozilla, Firefox et Safari. Mais vous allez chercher à installer tout autre navigateur pour un peu plus de sécurité. Et c'est de là, par exemple, vous pouvez aller prendre des navigateurs comme Brave ou Tor. Ou tout simplement, vous pouvez aussi aller sur le site web de European Interactive Digital Advertising pour interdire le stockage des cookies sur votre ordinateur. Il y a aussi, il faut rappeler, l'extension développée par Mozilla qui s'appelle Facebook Container. Et là, dès que vous allez sur Facebook avec le navigateur Mozilla, vous allez le voir, l'image suivante bien sûr. Dès que vous allez sur Facebook avec Mozilla, vous allez voir, il y a une genre petite valise bleue qui s'affiche en haut. L'image va venir, vous allez voir. Cette image-là vous montre que, par exemple, que tout ce que vous êtes en train de faire sur Facebook par le biais de Mozilla, c'est contenu dans une valise et que ça ne sort pas de là. Même si vous allez sur un autre site web, vos comportements sur le réseau social, la plateforme ne peut pas vous suivre et vous traquer à travers ces informations. Parce que c'est sur cette procédure-là que la plateforme s'est basée, par exemple, a fait Cambridge Analytica et a proposé, selon les faits qui sont reprochés à Facebook en Europe, en tout cas, l'envie ou bien plus d'envie aux internautes d'avoir un penchant pour le candidat américain Donald Trump lors des élections passées. Donc c'est ça qui a suscité maintenant beaucoup plus de polémiques autour de cette affaire-là et les gens ont commencé par être un peu plus réticents en face du réseau social. Donc, vous avez la possibilité maintenant de choisir soit de stocker les cookies et vous laisser comme ça la main libre à la plateforme de vous suivre partout ou bien de les bloquer. Parce que aujourd'hui, par exemple, vous pouvez ne pas voir tout de suite l'impact que ça peut avoir sur vous. Mais à la longue, peut-être, quand
vous serez peut-être qu'à un niveau donné où vos données antérieures peut-être peuvent constituer de quelque chose pour vous. Quand on décide de briguer la magistrature suprême, voilà, que tout ça là peut sortir et retourner contre vous. Donc, vigilance surtout. Merci à vous. Déjà, nous allons rester dans cette optique pour le prochain numéro. Facebook aussi, après tous ces tumultes-là, a essayé d'améliorer un peu à son niveau les données de confidentialité, les paramètres de confidentialité et a voulu montrer sa bonne foi. Nous allons aussi voir ce qu'il a proposé pour les internautes et ce que nous-mêmes nous pouvons déjà faire sur la plateforme étant utilisateur de Facebook. Rendez-vous lundi prochain pour en savoir davantage. Merci à vous, passez un excellent week-end. Merci. Et dans l'espoir de vous retrouver le lundi prochain, faites appel à Carnot François voilà. Oui, François Cano, c'est son nom d'artiste. Oui. Il est artiste? C'est un artiste. Hein. Ah bon? On a 2 artistes dans la maison. Après, en tout cas, vous aurez l'occasion de le constater tout à l'heure sur le plateau. Après, Ahmed Aripa, c'est lui notre artiste. Aujourd'hui, il a porté Hundje. Il va nous l'expliquer dès qu'il sera là. Merci à vous. Alors, on va pousser la chansonnette. On fait le best-of. Oui, tranquille, à 4 BLT. On fait le best-of ce matin avec Albert Rodriguez, directeur du CEG L'Entente, qui vous souviennent qu'il a poussé la chansonnette courant cette semaine. Nous avons aussi Ezekias Lissassi, il est ingénieur des travaux publics, directeur d'entreprise. Les deux font le best-of de cette semaine. Merci de les recevoir chez vous. Nuokora loche me hoho sema sa kento kuno ho to wo mo yoko we tono yawa akomo yo pabuche ana nombele yeme nuokora loche me hoho akomo yo pabuche ana nombele yeme nuokora loche me hoho akomo yo pabuche ana nombele yeme nuokora loche me hoho sema kasa kento kuno ho awahete na idowen awahevite na idowen wesenunde wengbeche wodonido dokonu mana onde singbiranda lijibo jalo ogohuto hugo ni masipin yesen do pe kamen ye mindonu pitoche budon no vai awahete na idowen awahevite na idowen wesen de wengbeche wodonido dokonu mana onde singbiranda lijibo jalo ogohuto hugo ni masipin yesen do pe kamen ye mindonu pitoche budon no vai. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Voilà, donc c'est le best-of de cette semaine, une réalisation de Maury François, non, Maury Anois. Maury Ano, pas Anois. Maury Arnaud, oui, c'est ça. Non, vous anticipez sur le Agua, quoi, vous voulez. Voilà, c'est pourquoi ça donne Arnois. Voilà, donc Maury Arnaud Agua. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Très bien, merci à vous. Avec l'appui de Romaric Debauchy, oui, qui nous a aidé à dégoter ces deux personnes-là qui viennent de pousser la chansonnette. Voilà, merci à vous. François Cano, bonjour. Bonjour, Tranquillien Acad Bélantin. Bonjour à tous les téléspectateurs, également à tous les auditeurs de Diaspora FM. Bon, c'est mondial, on appelle ça, c'est ce que Maury a dit, c'est vrai. C'est l'inspiration. Mondial locaux. C'est ça qui vous donne l'inspiration. Oui. C'est joli quand même. Merci. Alors, on reçoit qui dans la sélection d'Eden? Sélection d'Eden pour le Bénin, c'est-à-dire le côté nation, nous recevons Gégé Lapino. On va retrouver l'un de ses clips vidéo sortis en 2014. Le titre Villon. Villon pour dire qu'il faut au moins avoir un enfant. Parce que lorsque vous ne serez plus là, tranquille, votre enfant va assurer la relève.
C'est pas évident. Non, c'est pas un débat de toutes les façons. C'est discutable. C'est ce qu'on dit de toutes les façons. Dans la chanson, c'est ce que Gégé Lapino véhicule comme message. C'est un souhait. C'est un souhait. Oui. Parce qu'il y a des enfants canailles. Non, il n'y a pas. Le débat n'est pas là. L'enfant, il faut l'avoir, mais l'enfant, c'est pas forcément cet enfant qui est sorti de vos entrailles. C'est aussi ça, l'enfant, les enfants qui les orphelins également, il y en a qui adoptent, et Dieu ne donne pas tout. Justement, il y en a qui n'ont pas un problème, mais ils n'ont pas d'enfant et tout ça. C'est pour cela justement que moi, je dis qu'il faut avoir une autre conception de l'enfant. L'enfant, ce n'est pas forcément celui-là qui est sorti de vos entrailles. Merci beaucoup. Mon enfant, ce n'est pas ça. Tout à fait. Lorsqu'on arrive à évacuer on peut donner l'amour à un enfant adopté. Et ça, c'est l'innovation d'esprit qui amène à voir les choses comme ça. Comme le dit Tankina Kalbertin, ce n'est pas seulement l'enfant, votre enfant biologique qui est votre enfant. Oui. Et c'est très important. Et ça, il faut le dire aux téléspectateurs et surtout aux auditeurs aussi qui nous écoutent. Voilà, venons avec Gégé Lapino, le turbo de Godona. Voilà, venons avec Gégé Lapino. C'est quoi son actualité aujourd'hui? Actualité, il a fait sortir un dernier album en 2017, titré Biseau, avec la réalisation d'un clip vidéo qui a un niveau de professionnalisme donné, le titre Biseau. Biseau, oui, Biseau. Qui passe déjà sur Eden Télévision, pas encore? Oui, ça passe déjà sur Eden Télévision et sur d'autres chaînes nationales. D'accord. Et puis en It Inter, vous nous proposez? En It Inter, nous allons remonter un peu dans le temps pour retrouver une ancienne gloire de la musique ivoirienne, Ernesto Djedje. Vous le connaissez très bien. Ernesto Djedje, oui. Le titre qui est surnommé Ziboté grâce à son titre-là, qui a... Maurice est en train de sourire, il est d'accord. Ça lui rappelle des choses. Certainement. Bon, à suivre en fin d'émission, merci à vous. Oui, vous voulez dire quelque chose? Ça me rappelle, on appelle ça Ziglibiti. Oui, Ziglibiti, tout à fait. Ziglibiti, c'est un autre titre, non? Non, en fait, c'est un genre musical originaire de la Côte d'Ivoire, s'inspirant des sonorités traditionnelles de ce pays. C'est ça qui a devenu le Zouglou? Oui, et ça a inspiré les jeunes par rapport à Ernesto Djedje, bien évidemment, les petits Odé, les enfants Siro, les petits Déni. Oui, a commencé le Zouglou en 1990. Oui, Fitini avec... Bon, vous voulez dire quoi? Avec quoi? Non. Méfiez-vous. On va pas dire ça. Bon, merci à vous. Voici la revue de presse internationale que vous avez bien entendu réalisée pour nous, François Akano, le point de l'actualité internationale. Juste après, Dim Suliang Bagui va nous expliquer ce qui se passe au Brésil, notamment la situation de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva après sa chute, la fin. Vendredi 6 avril 2018, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier numéro de la revue internationale pour le compte de cette semaine dans votre émission Matin d'Éden. Démarrons cette revue par les informations qui concernent l'ex-président sud-africain Jacob Zuma qui doit être devant la justice
pour corruption ce vendredi. Information rapportée ce matin par la plateforme de Radio France Internationale. Jacob Zuma comparaît ce vendredi 6 avril devant un tribunal de Durban pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent. Il s'agit d'une première comparution dans une vieille affaire de vente d'armes qui remonte aux années 1990. Jeune Afrique s'intéresse aussi à cette même information en titre Afrique du Sud, première audience du procès pour corruption de Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain. Jacob Zuma est attendu vendredi sur le banc des accusés du tribunal de Durban pour y répondre de faits de corruption dans une affaire de vente d'armes vieilles de près de 20 ans. Autre information dans cette revue internationale. Affaire d'installation de base militaire au Ghana. Le président ghanéen affirme qu'il n'y aura pas de base américaine. Information rapportée par SlateAfrique.com. Au cœur d'une polémique qui enflamme le Ghana, le président Nana Akufo-Addo a assuré jeudi soir dans un discours retransmis à la télévision que son pays ne signerait pas d'accord avec Washington pour y installer une base militaire américaine. Nous continuons toujours avec les informations sur le continent africain. Mondial 2026, Algérie entérine son soutien au Maroc. La France aussi, c'est le titre de la plateforme Africa News. Le football se fait roi dans les relations entre le Maroc et l'Algérie. En dépit de leur profonde divergence politique, les deux puissants du Maghreb, ont décidé de faire front commun pour porter haut la candidature du Maroc à l'organisation du Mondial 2026. Voilà qui va nous servir maintenant de transition pour que nous nous informions sur tout ce qui se passe sur le continent européen. Démarrons par toujours l'affaire Skripal où Londres joue maintenant avec le feu selon la plateforme Euronews. La Russie accusée par Londres d'être responsable de l'empoisonnement de l'ancien agent double Sergei Skripal qui a déclenché l'une des plus graves crises diplomatiques entre Moscou et les Occidentaux depuis la guerre froide, a dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU une campagne ordonnée, préparée à l'avance contre elle. Par contre, la Belgique est face au dilemme des expulsions de terroristes. C'est Echo.fr qui nous apporte cette information ce matin. Un avis d'expulsion d'un Marocain a été annulé. Motif impossible d'être sûr qu'il ne subirait pas de mauvais traitements dans son pays d'origine. En Amérique maintenant, Trump double la mise de menaces au Pékin de 100 milliards de tasses en plus. C'est la plateforme 20minutes.fr qui nous apporte cette information ce matin. Le bras de fer continue. Donald Trump a frappé fort jeudi en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles tasses douanières sur les importations chinoises en réponse aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin et au risque de déclencher un conflit commercial à l'issue incertaine. Finissons maintenant la revue inter de ce matin avec cette information que nous rapporte la plateforme lefigaro.fr. Information qui concerne une caravane de migrants qui embarrasse le Mexique. Donald Trump tente de faire pression sur les autorités mexicaines pour qu'elles démantèlent le convoi de plusieurs centaines de personnes avant qu'ils ne parviennent aux portes des États-Unis où les migrants ont prévu d'effectuer leur demande
d'asile. Voilà qui vient mettre un thème aux différentes informations dans cette revue inter que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres informations à l'échelle internationale. Très bonne journée à chacun de vous et passez un très bon week-end. James William Ogbagidi, bonjour. Bonjour à vous tranquillin et bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Les clés du monde avec vous, Luis Ignacio Lula da Silva après la chute, la fin, c'est le thème que nous abordons dans votre rubrique. C'est lui le favori de la prochaine élection présidentielle au Brésil, mais ce vendredi 6 avril 2018. Les portes du pénitencier vont sans doute se fermer sur l'ancien président brésilien, condamné à 12 ans de prison dans le cadre d'une vaste affaire de corruption qui a coûté son parti à sa successeuse, à celle qu'il a succédé justement à lui, à la tête du pays, Dilma Rousseff. Lula est prié de se rendre lui-même à la justice avant 22 heures. Qu'a-t-il fait, Lula, pour subir une si lourde condamnation? Merci à vous, tranquillin. Luis Ignacio Lula da Silva, président, il y a quelques années encore, du Brésil, icône de la gauche brésilienne, l'ancien métallurgiste, fondateur du Parti des travailleurs, est devenu président du Brésil, qui a donc connu un parcours merveilleux, un parcours fulgurant, et aujourd'hui devenu vraiment la bête noire, entre guillemets, de la justice brésilienne, qui a décidé entre guillemets, encore une fois, de le passer à l'ombre parce que Luis Ignacio Lula da Silva est accusé de corruption. Et ce vaste scandale de corruption a été révélé quand la justice brésilienne a décidé d'enquêter sur les pratiques de la société pétrolière du Brésil, la société Petrobras, qui, pendant de nombreuses années, par plusieurs de ses filières, finançait les partis politiques, que ce soit de droite comme de gauche, finançait les hommes politiques pour bénéficier de vastes marchés, dans plusieurs domaines, le domaine de l'immobilier notamment. On accuse donc Lula da Silva, pendant qu'il était président, d'avoir accordé des subsides, accordé des faveurs à l'entreprise Petrobras et en conséquence d'avoir reçu non seulement de l'argent, une résidence lui a même été offerte, une résidence cossue qui lui a été offerte. Et bien dans le cadre de cette enquête, il a forcément, naturellement, restitué cette résidence, mais la preuve a été faite que Luis Ignacio Lula da Silva était mêlé à ce vaste scandale de corruption. La justice brésilienne a eu la main lourde. Il a été condamné dans un premier temps à 9 années de prison. Nous en avons parlé ici même. Mais Lula da Silva a eu l'idée, on le dirait aujourd'hui la mauvaise idée, d'interjeter appel. Et les juges se sont de nouveau prononcés cette fois à l'unanimité pour corser la peine de 9 ans. Ils sont passés à 12 ans et 1 mois de prison. Voilà ce que Lula da Silva a fait et voilà le sort qui lui est réservé aujourd'hui. Il n'a pas encore fini d'épuiser tous ses recours, mais pourquoi doit-il se rendre en prison? Alors, après le verdict en première instance, Lula da Silva a interjeté appel, c'est tout à fait son droit, et c'est après cela que le verdict a été porté à 12 années et 1 mois de prison, nous l'avons déjà dit. Une fois que cette condamnation est survenue, il est normal que l'intéressé soit envoyé derrière les barreaux, même s'il doit encore saisir la justice pour d'autres révisions, pour une révision éventuellement de son procès, pour aller
peut-être même jusqu'en cassation. De tout ce qui est certain, Lula da Silva ayant été condamné définitivement cette fois-ci, en tout cas pour le moment, la loi prévoit qu'il soit envoyé en prison. Et même de ce point de vue-là, il a en plus, il y a quelques jours, saisi la justice pour un habeas corpus, c'est-à-dire qu'il pourrait continuer à vivre en liberté, avoir presque un blanc-seing, ne pas être arrêté, ne pas être jeté en prison. Mais encore une fois, la justice a rejeté cette demande. À 6 voix contre 5, la Cour suprême a rejeté cette demande et il n'y a plus de raison que juridiquement pour que Luiz Inácio Lula da Silva reste en liberté. Aujourd'hui, en tout cas, dès que cette décision de la Cour suprême a été rendue, le juge qui s'occupe de l'affaire, le juge qui a mené cette enquête jusqu'au bout, l'enquête à laquelle on a donné le nom de lavage, c'est-à-dire lavage express, pour nettoyer un peu les différents secteurs ou circuits de la politique corrompue et corruptrice du Brésil. Le juge Moro a ordonné immédiatement sa mise sous mandat de dépôt en délivrant bien sûr donc ce mandat. Vous l'avez dit, je l'ai dit en introduction, il est favori à la prochaine élection présidentielle. Le chef d'État brésilien pourra-t-il quand même être candidat dans ces circonstances? La loi ne lui permet pas, après une condamnation en deuxième instance, d'être candidat. Il ne pourra pas, dans les circonstances actuelles en tout cas, être candidat, surtout s'il va en prison. Et pourtant, il est donné largement favori. Premier de tous les sondages, très largement devant l'actuel président Michel Temer, très largement devant les autres personnalités politiques pressenties ou déjà candidates pour cette élection présidentielle. Donc, malheureusement pour lui, il n'y a plus de possibilité qu'il soit candidat, à moins que les recours qui lui sont encore possibles, que les recours viennent remettre en cause la condamnation antérieure. Or, l'élection présidentielle, c'est dans quelques mois seulement, et il n'est pas certain que la justice ait déjà vidé ces recours-là. C'est ça le problème. Si la justice parvient à vider les recours et remet en cause la condamnation avant la date limite de dépôt des candidatures, Lula da Silva peut encore être candidat, mais à l'heure actuelle, lui-même l'a reconnu dans une interview récente, les carottes semblent être cuites. Et sa successeur qui a vu son mandat écouté à cause de la situation, peut-elle, elle, se présenter? Non. Pour bénéficier de l'aura un peu de sa popularité? Dilma Rousseff ne peut pas se présenter. Dilma Rousseff elle-même, elle a été destituée dans le cadre de cette affaire-là. Elle a fait appel, elle a essayé par différents moyens de se remettre en selle, d'être restaurée dans ses fonctions de président de la République du Brésil. Non, ça n'a pas été possible pour elle. Il faudra qu'elle passe également en jugement et que la justice décide si elle est coupable ou non, avant maintenant qu'elle puisse de nouveau se présenter à une élection. Donc elle est disqualifiée. Luiz Inácio Lula da Silva est pratiquement disqualifié lui aussi. Il faudra peut-être pour le Parti des travailleurs trouver un autre candidat pour récupérer cette aura de Lula qui plane sur le pays aujourd'hui. Et les réactions après la décision du juge? Oui. Les partisans notamment, surtout de condamner. Oui, beaucoup de réactions. La plupart de ces partisans sont vent debout contre cette condamnation. Ils estiment que c'est une manœuvre politique, une manœuvre orchestrée par le président en exercice. Or, on sait que Michel Temer lui-même, il est un peu visé par cette enquête. En fait, ce qui fait de Michel Temer un suspect, c'est que lui-même il a été impliqué dans une affaire similaire. Son cas a été porté devant le Parlement, a été porté devant la justice et il a été non pas blanchi, mais on lui a donné comme un blanc-seing pour continuer à exercer ses fonctions. Ce qui n'a pas été fait pour Lula da Silva ni pour Dilma Rousseff. Et donc on se demande, parce qu'il faut aussi noter une chose, quand Dilma Rousseff était présidente de la République, Michel Temer, membre de la coalition au pouvoir, était son vice-président. Et donc, si lui, Michel Temer, avait voulu défendre Dilma Rousseff n'aurait jamais été destitué. Son parti, avec les partis des travailleurs, avait la majorité pour protéger Dilma Rousseff. Mais il s'est rendu compte qu'il pouvait jouer
sa propre partition, il a choisi de s'allier à un autre parti pour destituer Dilma Rousseff. Il a bénéficié de cette aura et les députés, quand il s'est agi de se prononcer sur son propre sort, lui ont encore fait confiance. Et c'est pour cette raison qu'on se demande s'il n'est pas un peu impliqué dans ce qui est en train d'arriver à Lula da Silva, puisque ça lui ouvre un peu le champ pour être candidat à sa propre succession et éventuellement se faire élire si Lula ne trouve pas un bon successeur, en tout cas un bon dauphin pour le contrer. En 30 secondes, peut-on conclure que c'est la fin du parcours politique de Lula da Silva? À moins qu'il y ait des rebondissements lors des derniers recours qui lui restent, je pense que les dés sont jetés, son avenir, à son 12 ans, il faut le reconnaître, à son 12 ans, son avenir est désormais compromis. S'il doit aller en prison pour 12 années, il sortirait à 84 ans. Je pense que politiquement, c'est terminé. Merci à vous. James William Baguidi, sans transition. Jusqu'à Polycap, Aïdil, bonjour. Bonjour, tranquille, et bonjour à tous. On ne parlera pas de Lula avec vous. On va s'intéresser à l'actualité sportive. Foot pour démarrer, tournoi des centres de formation. Les nouveaux résultats sont connus. Oui, bien sûr, on évoque surtout les résultats de la 4e journée donc, de cette compétition qui se déroule, on ne le dira jamais assez, à Porto-Novo, capitale du Bénin, après 7 éditions qui ont eu lieu à Cotonou. Et voici donc ces résultats. On note le match nul de APJ du Bénin face à Rising Star, un but partout. San Pedro de la Côte d'Ivoire et Mbarakou du Mali font également un match nul 0 partout. Ce sont des résultats du groupe A. Et puis ce résultat du groupe B, Aspa du Bénin face à Mandé, un but partout. Programme du jour dans le cadre donc de cette nouvelle journée du tournoi TIC 2F, quelques affiches notamment celle des formations béninoises, APJ contre CFAC et ASPA contre CFS Tranquille. Foot toujours Ligue Europa, on va s'intéresser à la phase allée des quarts de finale. Et oui, on évoque d'abord cette rencontre Arsenal-CSK à Moscou et puis l'équipe d'Arsenal qui a été sans pitié pour la formation moscovite, battue 4-1, doublé de 2 footballeurs, Ramsey et Lacazette, et surtout l'aile de pigeon de Ramsey sur le but du 3-1 pour ce footballeur qui permet à Arsenal donc, de creuser le cas face au CSK à Moscou. Je parlais également de doublé pour ce footballeur Alexandre Lacazette, le footballeur français donc, qui a également réussi à inscrire 2 buts dans cette partie, 23e minute sur pénalty et puis 35e minute de jeu. On a aussi noté cette prestation impressionnante du footballeur allemand Mesut Özil, auteur de nombreuses passes décisives, notamment sur le but me semble de Ramsey à Özil qui était vraiment impressionnant dans cette partie. Quant aux Moscovites, ils ont été battus et qui ont fait de la figuration. Arsenal, de toutes les façons, prend une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales. Et on note que la rencontre retour aura lieu le jeudi prochain. Autre rencontre intéressante donc, de ces quarts de finale de la Ligue Europa, c'est cette affiche Atlético Madrid Sporting Portugal. Victoire 2-0 pour l'équipe espagnole grâce notamment au deuxième but inscrit par ce footballeur Antoine Griezmann, international français. 40e minute de jeu pour le français. Beaucoup d'erreurs dans cette partie pour les footballeurs portugais du Sporting Portugal. On a aussi noté l'arrêt ou les arrêts décisifs de Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid, qui permet donc à sa formation de remporter cette partie. Résultat encore celui-ci, Leipzig-Marseille, 1-0 pour être plus précis, but de Werner, 45e minute plus une, donc à la toute fin de la première partie, qui permet donc à l'équipe allemande de remporter cette rencontre aller face à la formation française. En attendant le match retour, enfin, ce résultat, Lazio Salzbourg, 4-2, tranquille. Tennis pour finir. Oui, tennis, et surtout, on évoque donc les quarts de finale de la Coupe Davis. Et place maintenant donc à ces rencontres, et surtout le match qui va opposer l'Italie et la France, où les rencontres vont avoir lieu à Gênes, donc sur les coups de tennis donc de Gênes, sur la terre battue italienne. Pas de Songa, mon fils Gasquet et Simon chez les Bleus. Luca Pouille va ouvrir donc la partie avec ce simple disputé face à Seppi, un joueur italien. Il y aura aussi une autre rencontre intéressante à suivre entre Fognini, l'italien, donc, et Jérémy Chardy, un autre français. On fait le point donc de ces rencontres dans quelques jours, pour être plus précis, lundi prochain. On va donc évoquer les résultats donc, de ces quarts de finale entre l'Italie et
et la France. Voilà, merci à vous. Je dis Polycap Aïdjinou, le Hit Inter, une dédicace spéciale pour vous, bien entendu, et pour James William Bagidi. Ernesto Dedi Ziboté, en Hit Inter. Très belle chanson. Bon, hein. c'est sûr. Bon, Polycap, non. Bon, j'étais aussi gamin, même James, c'est aussi qui vous taquine là. Qui vous taquine là. Voici Ziboté, Ernesto Dedi. Portez-vous bien, excellent début de week-end. Zibote,